L'idée de cette heure de discussion, c'est d'être, on l'espère, très utile, très pratique, et bien sûr en évoquant avec les différents groupes représentés les possibilités d'embauche. Il y en a, chacun prendra la parole pour les évoquer. Donc possibilités d'embauche, et puis aussi des conseils, je dirais, plus pratiques pour peut-être aider les gens qui ont besoin dans leur démarche, avec une vision, encore une fois, réaliste et, je dirais, pointue de tout ce qui touche au marché de l'emploi aujourd'hui en France. Alors, à travers nos discussions, on va aussi parler nouvelles méthodes, puisque le monde change, les entreprises changent, les attentes des futurs salariés changent aussi. Il y a plein de méthodes qui se font jour. Il y a plein de supports aussi, les réseaux sociaux par exemple, pour n'en citer qu'un. Donc je poserai la question, est-ce que ce sont désormais des passages obligés ou non? Mais je voudrais qu'on démarre par l'essentiel, donc les opportunités d'emploi. Et je vais commencer avec monsieur Geoffroy Fourgeot pour ce qui concerne Orange. Orange qui est présent ici à travers ses représentants. Il y a quelques mois, je me souviens que Orange avait lancé une opération Hello Jobs. Le principe étant que durant une journée, ou peut-être deux, je ne sais plus, dans plusieurs sites en France, eh bien, le groupe Orange proposait en direct des emplois aux visiteurs qui en faisaient la démarche. Donc je voudrais que vous nous fassiez un point sur cette opération quelques mois plus tard. Et puis la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'Orange recrute tout au long de l'année, ou est-ce que c'est ponctuel? Est-ce qu'il y a des opportunités qui sont inscrites dans le calendrier? Et quelles sont-elles? Quel genre de postes? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais peut-être répondre à votre première question d'abord. Oui. Votre deuxième, pardon, non, votre deuxième. Comme vous voulez. Alors, évidemment, on recrute tout au long de l'année. Je préfère commencer par ça. Évidemment, on est une entreprise qui recrute beaucoup. En termes de CDI, par exemple, vous donner une idée, on recrute à peu près 2500 CDI en France dans l'année 2018 et on recrutera en tout sur 2018 également 9000 stagiaires et alternants. On recrute beaucoup de monde et donc évidemment ça ne se fait pas que au moment des salons comme celui-ci, comme les jobs, parce qu'évidemment ça ne suffirait pas. Donc c'est tout au long de l'année que ça se produit, en particulier grâce à notre site internet et d'autres manifestations qu'on organise. Alors, citer des chiffres nationaux sur l'Île-de-France, est-ce qu'on peut avoir une indication de ce que ça représente? Bien sûr, alors c'est 1100 CDI sur 2018, recrutés pour l'Île-de-France, Paris Île-de-France, et 900 stages et alternants. Alors on est en début octobre, on a recruté à date à peu près 800 CDI, donc il en reste 300 amateurs, c'est-à-dire des candidats. 300 à recruter d'ici la fin de l'année. Alors, vous parlez d'alternance, il y a beaucoup de jeunes qu'on croise sur ce salon. Quels sont les profils de postes que vous cherchez? Et vous avez parlé d'alternance. Quelles sont les possibilités en la matière qui sont offertes par Orange? Alors, ce sont des possibilités. Je reviens sur votre question juste un peu avant quand même pour répondre sur la job et sur les manifestations comme celle-là. C'est quand même extrêmement important, parce que j'avais l'air de vous dire qu'effectivement on recrute tout au long de l'année, et c'est extrêmement important des manifestations comme celle-là. Sur les manifestations Hello Job, on en a fait 11 en France, on a approché 8000 candidats potentiels qui pouvaient donc venir travailler chez Orange. Donc ce sont des moments importants. Donc, évidemment, les candidats qui viennent ici ont de fortes chances, voilà, si leur profil correspond et si ça leur dit de travailler chez Orange, de rentrer dans le process de recrutement. Alors après, pour les alternants, on recrute beaucoup sur les métiers qui sont les nôtres dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, on recrute beaucoup sur les métiers techniques, bien sûr, tout ce qui tourne autour de nos réseaux. On recrute évidemment beaucoup sur les métiers commerciaux et de relations clients. Orange est une entreprise qui oriente beaucoup sa stratégie sur la relation client et la qualité de celle-ci, donc on recrute beaucoup évidemment de personnes sur ces types de postes. Relation client, c'est à la fois le contact avec la clientèle avant l'achat, pendant l'achat et puis après, le suivi. Exactement. Donc ça se passe dans nos boutiques, ça se passe dans nos services clients. Et effectivement, ça se passe aussi, bien sûr, dans nos équipes commerciales entreprises, puisque nous n'avons pas que des clients publics, des particuliers, des familles, nous avons aussi des entreprises, bien sûr. Donc des postes à la fois techniques pour le réseau,
et puis des postes commerciaux. Alors, on a évidemment, je me permets d'insister là-dessus parce que je pense qu'on a des jeunes qui sont venus ici et qui sont intéressés évidemment par ces nouveaux métiers. On a tous les métiers qui tournent autour de la cybersécurité, extrêmement important pour Orange. Dans un monde digital, c'est évident que c'est un des gros sujets. Tout ce qui tourne autour de la big data, bien sûr. Ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, alors on en parle beaucoup. Bien évidemment, chez Orange, on travaille beaucoup l'intelligence artificielle pour tous les aspects digitaux de nos produits et services, sachant que l'intelligence artificielle, et on en parlait peut-être pour le recrutement, l'intelligence artificielle ne fait pas tout et ne fait pas tout aujourd'hui, et ne fera pas tout demain. Heureusement, l'humain reste derrière. Et puis aussi, on a beaucoup de métiers qui tournent autour de la virtualisation des réseaux et autour de l'Internet des objets, puisque Orange va être de plus en plus présent sur l'Internet des objets. Merci. On a accueilli entre-temps Françoise Tragin pour la SNCF, directrice de l'emploi et de la marque employeur. Soyez la bienvenue. On va continuer avec La Poste. Véronique Jocopino. Je me disais, La Poste aujourd'hui, elle a énormément évolué comme bien des entreprises. Et elle a tellement évolué que peut-être on a du mal à s'y retrouver sur la mission de La Poste aujourd'hui. Est-ce que c'est juste distribuer du courrier, sachant que le courrier, c'est plus ce que c'était, hein, de moins en moins de lettres. Par exemple, le marché évolue. On sait que les postiers, on leur a attribué des missions tout à fait nouvelles et parfois un peu, je vais le dire entre guillemets, peut-être qui peuvent être considérées comme incongrues. Je parle du code de la route, enfin permis de conduire, ce genre de choses. Mais quelle est la mission aujourd'hui de La Poste et, question qui en découle, quelles sont les possibilités d'emploi lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on est en reconversion, qu'on souhaite une reconversion? Quelles sont les possibilités au sein du groupe La Poste? Alors, il y a plusieurs questions. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette opportunité de prise de parole. Donc il y a plusieurs questions à aborder dans votre question. La mission et les métiers. Plusieurs missions et plusieurs métiers. Donc effectivement, nous sommes un grand groupe de services au niveau européen. Nos recrutements sont essentiellement sur le territoire national et ici nous sommes là pour faire ensemble un focus francilien. Donc au niveau du territoire national, au niveau des volumes, et après j'aborderai la question de la spécificité des activités. Au niveau des volumes, nous envisageons 5 000 à 6 000 recrutements annuels. Pour l'année 2018 qui s'écoule, nous avions un objectif de 5 500 annuels en CDI uniquement. À ceci, j'ajoute les plus de 5 000 contrats en alternance, les plus de 6 000 stages et les CDD que je n'ai pas dénombrés. Donc vous voyez de belles perspectives et de belles opportunités au sein du groupe à réaliser. Si je fais un focus Île-de-France et si je vais sur effectivement le site de recrutement du groupe La Poste, laposterecrute.fr, que vous pouvez retrouver facilement sur tablette, sur smartphone, puisqu'on est sur un environnement complètement responsive. Vous pouvez candidater également en ligne et donc vous trouverez 700 postes sur l'Île-de-France. Et si je fais un focus parisien intramuros, j'en ai plus de 200. Voilà. Donc après, vous pouvez sélectionner au niveau des niveaux d'études, des niveaux de diplôme, des filières professionnelles que vous souhaitez développer. Et donc pour rebondir et répondre sur la question des métiers, des missions, la diversification. Les missions de La Poste sont effectivement multiples, puisque ce grand groupe de services propose à la fois des métiers sur la banque et sur son activité historique du courrier et du colis, qui du coup est en devenir en expansion liée à l'activité du e-commerce qui se développe. Donc nous proposons des postes de facteurs toute l'année, c'est un petit peu comme Orange, nous sommes en recrutement permanent. Nous avons également des postes sur la ligne conseil bancaire toute l'année aussi, qu'il s'agisse du conseiller clientèle, du chargé de clientèle également, bureau de poste pour la relation client. Et c'est dans ce sens où nous évoluons, puisque nous nous plaçons en face du client, nous allons au-devant du client, nous avons transformé notre manière d'accueillir. Pardon, deux groupes de suite qui nous parlent de relations clients, donc on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter en puissance visiblement. Tout à fait, le client est au cœur de nos business, quel qu'il soit, est au cœur de la transformation des entreprises et c'est le client qui a toutes les attentions de l'entreprise. Et au sein du groupe La Poste, nous en sommes convaincus et notre mission, s'il devait y en avoir une seule, c'est simplifier la vie de nos clients. Et donc au travers de cette signature Simplifier la vie de nos clients, nous déclinons tout un lot d'activités, de services
que nous proposons. Si je reviens au facteur, c'est à la fois un métier historique, mais un métier en transformation. Pourquoi? Parce que le facteur continue à distribuer du courrier et a l'avantage de passer devant les domiciles 6 jours sur 7. Et en complément, effectivement, il peut proposer d'autres services qui sont liés tant à la silver economy que des services liés à la proximité, aux services de proximité dont un certain nombre de nos concitoyens ont besoin dans un certain nombre de zones sur le territoire. Ça veut dire accompagner des personnes âgées, être présent, parce que parfois il y a des coins où finalement le facteur, c'est la seule personne qui passe dans la journée. Ça veut dire potentiellement proposer effectivement une gamme de services qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui est un service de visite du facteur avec une télésurveillance, un système d'alarme qui est proposé, qui est commercialisé. Mais voilà, je ne veux pas vous... Non, bien sûr. Si on doit résumer, c'est-à-dire que le facteur... le profil historique du facteur qui distribue les lettres dans la boîte, il continue d'une certaine façon avec, on l'a dit, les colis, notamment l'explosion du e-commerce, la vente sur Internet, il faut bien livrer les colis un jour, et puis l'accompagnement plus social qui se traduit effectivement par cet exemple que vous avez cité. Tout à fait. C'est un exemple de l'accompagnement des personnes âgées. Et effectivement aussi, si on revient sur les colis, on livre les colis, mais on les récupère aussi dans les boîtes aux lettres, parce qu'il y a un certain nombre de services qui sont proposés de cette façon. Je voulais juste finir sur les emplois, pardon, parce que je n'ai pas complété la gamme. Nous sommes aussi présents sur le stand, sur le Paris Pôle emploi, sur le salon. Nous avons à la fois nos responsables alternance, enfin nos responsables de la formation en alternance qui proposent un ensemble de cursus en alternance du sans diplôme ou CAP à Bac+2 sur les métiers de la distribution, livraison logistique et également en ligne conseil bancaire. Et enfin, nous avons aussi un certain nombre de CDI à pourvoir. Je vous invite à visiter le site et à voir les métiers historiques, certes, mais aussi un certain nombre de métiers sur la data, sur le développement informatique, sur les chefs de projet IT dans les domaines de la banque ou de l'ingénierie, de la production courrier. Merci. Merci. Madame Gabellotto pour la mairie de Paris. Donc, je rappelle que vous êtes maire adjointe chargée des questions d'emploi. Alors, la mairie de Paris, elle a un peu une double casquette dans cette affaire aujourd'hui parce que vous êtes à la fois l'un des principaux organisateurs de ce rendez-vous, de la Concorde, mais au-delà de ça, vous êtes vous-même employeur de plusieurs milliers de personnes et donc recruteur. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des opportunités d'emploi qui sont offertes éventuellement aux gens à la mairie de Paris? Bonsoir à toutes et tous, effectivement. On a une double casquette, voire une triple casquette, puisque nous nous occupons effectivement d'accompagner les personnes et les organisations pour organiser des forums de ce type et d'autres, parce qu'il y en a d'autres par ailleurs. Et nous accompagnons aussi toute une réflexion autour de l'emploi pour aider aussi bien les entreprises à permettre d'évoluer et de trouver des conventionnements, des trucs, des choses pour qu'on soit toujours en amont des candidatures et de pouvoir vraiment faire matcher public et offre d'emploi. Et nous accompagnons aussi le public éloigné de l'emploi, parce que c'est aussi une priorité de la ville de Paris. Et puis nous sommes employeurs. Donc nous sommes employeurs et c'est vrai que nous employons du bûcheron jusqu'aux médecins, ingénieurs de voirie. Donc on a absolument tous les panels de métiers, c'est des dizaines de milliers d'emplois, parce que c'est plus de 50 000 salariés à la ville de Paris. Aujourd'hui, nous avons de grosses demandes sur des métiers comme éboueur, parce qu'on a des grosses demandes aussi sur la ville, on a des exigences aussi nouvelles. Nous sommes aussi en perpétuel remplacement de personnes qui sont en départ à la retraite et une turnover tout à fait normal. Mais nous avons aussi développé de nouveaux équipements. Donc, la ville de Paris investit énormément, dans des équipements type sportifs, crèches. Nous avons, depuis le début de la mandature, créé 3000 places en crèche supplémentaires par rapport à l'existant. Et nous comptons en créer 2000 supplémentaires jusqu'en 2020, c'est-à-dire 5000 places en crèche en tout. Donc c'est 5000 personnes, donc il va falloir du personnel pour s'occuper de ces bébés, nettoyer, entretenir. Il nous faudra des psys, des psychologues, des médecins, enfin, il nous faut énormément de monde. Donc c'est des centaines et des centaines de postes à pourvoir. Les secteurs qui sont le plus en tension, qui sont par exemple le secteur des bois ou de péricultrice ou de secteur en tension, donc qui ne trouvent pas. On a du mal à recruter. C'est des hommes qui ne trouvent pas preneurs. On a vraiment beaucoup de mal à recruter, voilà, c'est ça.
Donc on a des procédures, parce qu'on ne recrute pas que sur concours dans la ville de Paris, on a aussi tout un circuit hors concours, avec des procédures simplifiées pour pouvoir pourvoir les postes le plus rapidement possible. Et puis on a tous les autres postes sur concours également. Mais la ville de Paris est un très gros employeur, un des premiers employeurs sur Paris intramuros. On a aussi des emplois en dehors de Paris, parce que nous sommes aussi sur les rivières, sur les forêts, enfin on a aussi des emplois en dehors sur l'île de France. Et comme je vous dis, c'est vraiment un spectre extrêmement large. Toute cette diversité en termes d'emploi étant concentrée à même, quel que soit le type de poste que je recherche, vous avez parlé de propreté, de petite enfance, de sport, d'espace vert, tout ça sur une première étape est concentré sur un même site d'accueil où on peut aller se renseigner. Alors, sur paris.fr, qui est le site de référence, c'est un outil, enfin c'est un gros outil, c'est un peu une encyclopédie, il faut l'avouer, parce que vous avez absolument toutes les informations, aussi bien pour votre vie personnelle, votre recherche de logement, d'emploi, de local commercial, enfin bon, mais tout est concentré sur paris.fr. Nous sommes présents sur tous les sites forums également, parce que nous sommes également présents au forum de l'emploi ici, pour parler des métiers, faire comprendre aussi que la ville de Paris recrute de différentes façons, et non pas que par concours. On est toujours assez bloqué en pensant que la ville de Paris va forcément passer un concours avec un niveau d'études, mais ça peut aussi un peu bloquer les personnes. Donc on est présent comme tout recruteur classique, mais avec effectivement la possibilité sur le site de retrouver toutes nos offres d'emploi. Merci. César Morcillo, je voudrais qu'on passe à vous pour le groupe Bunzl. Qui est un groupe international. Vous travaillez sur la France, mais aussi dans d'autres pays. Le groupe est né en Angleterre, je crois. Est-ce que vous pouvez nous le présenter d'abord en quelques mots? Parce que là, on était sur Orange, La Poste, Mairie de Paris. Je ne suis pas sûr, je vous dis ça avec tout le respect que j'ai pour votre groupe, mais je pense que c'est bien, dans quelques mots, de présenter votre activité. Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me laisser ces quelques minutes. Bunzl en quelques instants. Donc déjà, c'est pas très facile à prononcer. En France, c'est principalement 3 marques. Une première marque qui s'appelle B-U-N-Z-L. Exactement. Donc en quelques chiffres, Bunzl, ça doit être 17 000 collaborateurs au niveau mondial et aux alentours de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, c'est 2200 collaborateurs et 660 millions d'euros de chiffre d'affaires. Principalement sur 3 marques. Donc la marque PLG, vous retrouverez ces 3 marques dans un stand ici qui est le stand D200, comme ça vous pourrez contacter les RRH qui sont là pour vous. Donc 3 marques PLG, donc distribution de produits d'hygiène, EDIS, distribution de produits d'hygiène, et France Sécurité, distribution de produits d'équipement de la personne. Et les 3 entreprises, en fait, elles ont un client, une typologie de client unique. C'est ce qui caractérise notre présence également ici à travers l'activité et que vous retrouverez dans un site internet B2B My Job, c'est les entreprises qui sont orientées vers d'autres entreprises. Donc nous ne vendons pas à des clients particuliers, nous vendons exclusivement à des entreprises qui sont nos clients. Donc ces entreprises ont besoin d'acheter nos produits pour pouvoir fonctionner, que ce soit des industriels agroalimentaires pour fabriquer des produits que vous allez trouver dans les supermarchés, que ce soit dans les crèches dans lesquelles vous allez déposer vos enfants, la désinfection des lieux, le nettoyage des lieux sont faits à partir de produits que nous distribuons, ou l'hôpital dans lequel peut-être vous allez de temps en temps, que ce soit du bloc opératoire à la chambre dans laquelle vous séjournez. Ces lieux-là doivent être, vous pouvez bien l'imaginer, en termes d'hygiène, totalement irréprochables, sinon un certain nombre d'entre nous ne serions pas là. Donc notre vocation à nous, c'est des métiers qui sont tournés encore une fois vers la relation client, c'est-à-dire le conseil dans la gamme dont on a parlé, donc conseil en matière d'hygiène, soit conseil en matière de protection individuelle des collaborateurs, à vocation des entreprises. Donc ce sont souvent des acheteurs, nos clients, des directeurs généraux, des secrétaires généraux, des financiers ou des artisans commerçants, parce qu'on a également une gamme de produits qui est orientée vers des petites et des moyennes entreprises. Et donc le type de job que l'on a, donc on a à peu près 200 recrutements qui se font en France par an, qui se font tout au long de l'année, et qui sont des emplois parisiens ou régionaux, puisqu'on a 46 sites aujourd'hui en France, et donc c'est des emplois de proximité. C'est un avantage de des emplois qui ne sont pas délocalisables,
Donc on a les mêmes effectifs depuis que ces groupes ont été créés. Et le deuxième avantage, c'est que c'est des emplois qui sont à 99,5% des emplois en CDI. C'est vrai pour le groupe Bunzl en France, c'est également vrai pour mes collègues d'autres activités qui sont présentes dans l'activité du B2B. Est-ce que vous avez parlé de CDI, est-ce qu'en matière de formation, il y a des choses qui sont mises en place pour justement faire monter les gens en compétences? Alors effectivement, donc dans les trois typologies de métiers qui sont ceux qui caractérisent l'activité de distribution, on va trouver bien évidemment la relation client, le conseil et la relation client. Et donc on est tout à fait à même dans nos entreprises, que ce soit dans notre groupe ou ceux de mes collègues, d'avoir des personnes qui arrivent sans diplôme et qui passent, donc j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est à peu près 1600 CQP, donc pour les personnes qui sont friands de cible, donc c'est des certificats de qualification professionnelle, c'est-à-dire que les collaborateurs entrent chez nous sans aucun diplôme et passent leur premier diplôme au bout de 18 mois dans nos entreprises, que ce soit dans la filière commerce, dans la filière logistique ou dans la filière technique, qui sont les trois métiers qui caractérisent Bunzl en France. Commerce, logistique et technique. Exactement. Très bien, merci. On va parler avec Françoise Tragin à présent pour la SNCF. Je rappelle que vous êtes directrice de l'emploi et de la marque employeur. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure pour la Poste, la SNCF. On sait ce que c'est, on sait quelle est votre activité, mais il y a une diversification, peut-être pas de la mission, mais en tout cas des métiers qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous parler des métiers qui sont possibles aujourd'hui à la SNCF? Quels sont les postes que vous recherchez? Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir dans ce salon. Alors, l'émission, vous disiez tout à l'heure qu'on connaît la SNCF. Oui, je pense que vous en connaissez une partie. On connaît les métiers. Bien non, on ne connaît pas les métiers de la SNCF. En fait, on en connaît trois emblématiques que sont le contrôleur, le mécanicien, le conducteur de train. Le mécanicien, c'est le jargon SNCF, donc conducteur de train. Et puis également le vendeur de billets. Bon, en fait, il faut savoir qu'on a plus de 150 métiers au sein de l'entreprise. Quand on parlait de mission, oui, la mission évolue parce que d'un acteur essentiellement ferroviaire, on passe à un acteur majeur de la mobilité. C'est-à-dire, quand je parle de mobilité, effectivement, je parle du ferroviaire, mais je parle également des bus, je parle également de covoiturage, je parle d'autolib, enfin je parle de toutes ces formes de transport ou de mobilité justement, et qui amènent nos clients d'un point A à un point B. Donc il y a une évolution des missions. Je pense que vous suivez aussi tout ce qui se passe dans la presse. Donc c'est un groupe qui se transforme, qui va devoir encore plus se transformer, et donc du coup qui va amener aussi dans nos recherches de talent. Quand je parle talent, j'en parle au sens complet, c'est-à-dire tout niveau de diplôme, voire sans diplôme, mais des recherches de talent pour justement accompagner cette transformation. Donc, si vous me permettez quelques mots sur effectivement le contexte que nous connaissons, que nous avons au sein du groupe SNCF. Alors, quand on parle groupe, c'est-à-dire SNCF plus ses filiales, c'est à peu près 10 000 recrutements en CDI. Quand on parle de la SNCF, vous nous donnez des chiffres par an? Par an, pardon. Et de CDI. Quand on parle SNCF, qui est un peu hors filiale, qui est un peu mon périmètre, mon terrain de jeu, nous allons recruter environ enfin depuis 2 ans, et dans les 2 ans à venir, ça oscillera entre 5 000 et 6 000 recrutements de CDI par an. Quel métier? Nous recrutons effectivement essentiellement sur des métiers techniques, donc je suis en concurrence avec plein de gens autour de cette table. Donc effectivement, je recrute essentiellement sur des métiers techniques, je vous l'ai dit tout à l'heure, cadres et non cadres. Dans les cadres, ça va être des ingénieurs,
ingénieur génie civil, électrique, mécanique, conduite de projet, SI aussi. Et dans les non-cadres, là c'est diplôme ou sans diplôme, ça va être, je prends un exemple, des techniciens en signalisation électrique, ou du moins en électromécanique, mécanique, aiguilleur du rail. Nous sommes sur ce type de métier. Bien évidemment, nous avons un stand aussi ici, et je vous y invite très chaleureusement parce que voilà, on a besoin donc de plein de collaborateurs et collaboratrices parce que nous cherchons aussi à féminiser nos métiers techniques. Est-ce qu'on parlait de métiers en tension? Est-ce que la SNCF est dans cette problématique? Oui, apparemment. Eh oui. Nous sommes sur des métiers en tension parce que je viens de vous le dire, un métier technique, il y a plus de besoins finalement que de personnes qui ont une appétence ou formées ou des compétences, en tout cas dans ces domaines. Et en plus, nos besoins sont beaucoup sur le bassin d'emploi Île-de-France, qui est un bassin en tension. Et nous recrutons également beaucoup dans la région Aura, Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France. Est-ce que, vous l'avez évoqué, la SNCF est souvent dans l'actualité, pas toujours de manière positive, voire force est de reconnaître, oui. L'actualité est souvent sociale, vous avez parlé de transformation. Donc, comme l'objet de ces discussions, c'est aussi non seulement de faire un diagnostic, de donner des opportunités, mais aussi peut-être de faire envie aux gens. Aujourd'hui, quand on est SNCF, comment on fait envie aux gens et comment on arrive à les convaincre de vous rejoindre, y compris quand on a quelqu'un qui a le diplôme qu'il faut, tout ce qu'il faut, mais peut-être que cette personne, elle va plus être tentée d'aller ailleurs parce qu'elle va se dire « Ah, la SNCF, ça a l'air compliqué quand même, donc peut-être je vais aller voir ailleurs. » C'est sûr qu'on doit travailler dans un contexte qui a été compliqué en 2018, il ne faut pas se leurrer. Ben justement, moi j'ai envie de dire, compte tenu de ce contexte, on a besoin de gens nouveaux. Et de gens nouveaux, et je peux vous dire que des transformations au sein de notre entreprise, parce qu'effectivement, il y a cette image qu'on renvoie, mais il n'y a pas que ça aussi. Donc, et on a d'autant plus besoin de nouveaux collaborateurs et collaboratrices qui nous permettent justement d'opérer cette transformation. Et je peux vous dire que chez nous, ce sont des moments passionnants. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce qui s'est peut-être passé en 1937, mais avec, quand même, en étant un peu plus moderne, c'est-à-dire une refonte complète de notre groupe, ou du moins de SNCF. Je parle essentiellement la réseau, le transporteur SNCF. Hein. Et donc, il y a une dynamique qui doit s'insuffler. Et certes, on recherche des compétences techniques, je viens vous les dire, mais on cherche surtout des collaborateurs et collaboratrices qui sont capables de nous aider d'ailleurs aussi, mais aussi... Alors là, ça y est, ça commence. Là, c'est quasi un lapsus révélateur, hein. Mais oui, qui sont capables de nous aimer, parce que je peux vous dire que c'est une entreprise qui est très attachante, quand on la connaît, effectivement. Et effectivement, on cherche des gens donc, qui sont capables d'embarquer aussi nos équipes dans cette transformation. Et ça, je dirais que c'est ça le plus important. Certes, encore une fois, des compétences, mais surtout cette capacité à faire bouger les lignes de l'entreprise. Et ça, pour nous, et à tous les niveaux, hein, j'entends, quand je dis faire bouger les lignes de l'entreprise, ce ne sont pas seulement les cadres qui vont faire bouger. Il faut savoir que nous sommes une industrie, que nous sommes une entreprise industrielle et de services. Donc dans tous ces domaines, nous avons besoin de gens capables de mener cette transformation. Et je peux vous dire que c'est un enjeu qui est super. Eh ben, c'est un bon plaidoyer, bravo. Pour ce qui est de... Je voudrais qu'on revienne à la nouveauté, aux méthodes de recrutement des uns et des autres. Et là, c'est une question ouverte, même si, M. Fourgeau, je vais revenir quand même vers Orange, parce qu'on l'a vu ici avec cette expérience Escape Game qui a été menée par Orange, donc qui organise... Alors, c'est pas... Évidemment, on généralise pas ce genre d'opération, j'imagine que c'est ponctuel, vous allez nous le dire, mais voilà, à travers un jeu de rôle, hein, parce que
game, c'est un jeu de rôle. Vous vous appuyez sur ce type d'expérience pour recruter. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, on ne s'appuyait pas sur ce type d'expérience jusque-là. Ce sont des nouvelles méthodes de recrutement, évidemment, qu'on a voulu tester aujourd'hui. Même si on connaît l'escape game, parfois dans l'entreprise, évidemment, on l'utilise à d'autres fins. Mais là, on s'est dit que... En deux mots, c'est rassembler des gens, un groupe de gens, et leur propos, enfin, les enfermer, entre guillemets, en tout cas les mettre dans une situation où ils vont devoir réfléchir ensemble pour trouver des solutions et se tirer de ce mauvais pas. Oui, en fait, c'est un jeu d'énigmes. En fait, c'est un jeu d'énigmes que vous essayez de résoudre en équipe. Donc, ce sont des énigmes simples où tout le monde peut participer. En général, vous trouvez même les réponses quelque part si vous êtes curieux dans le jeu lui-même. Donc, c'est plutôt un moment ludique organisé pour effectivement, côté RH, se rendre compte des postures, des savoir-être que les personnes ont quand elles sont dans une situation comme celle-là. Parce que quand vous faites un entretien classique en one-to-one, vous allez mesurer certaines choses, mais vous allez pouvoir difficilement mesurer la capacité d'écoute, l'empathie dans un groupe, la façon de coopérer, le comportement. Bref, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, non pas les savoirs techniques, les savoir-faire, mais là on est sur le registre du savoir-être. En fait, ce sont des méthodes extrêmement intéressantes parce que vous mettez d'abord les gens dans des situations ludiques. Donc les blocages que vous pouvez avoir quand vous êtes dans une relation d'entretien classique, ils vont vite sauter. Parce qu'au bout d'un moment, vous prenez le jeu. Parce que le jeu est simple, parce que vous êtes en équipe, les gens ne vous connaissez pas, mais vous allez vous prendre au jeu très vite. Donc, très facilement, votre personnalité plus naturelle va ressortir. Et donc, on va pouvoir déceler effectivement des types de comportements, des façons de faire, des façons d'agir dans l'équipe, des façons d'être leader ou pas, des façons d'écouter les autres ou pas. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est une équipe RH. Ça renvoie un petit peu à ce qu'on disait à l'instant sur justement ces périodes de transformation des entreprises où justement les personnalités doivent se révéler et la capacité de s'intégrer et puis peut-être pourquoi pas d'entraîner les autres devient très importante. Oui, mais alors il y a une autre raison à cela. Ça devient extrêmement important, c'est pour ça qu'on parle de soft skills autant aujourd'hui. C'est presque une mode, mais ça se comprend. C'est parce que tous les savoirs et les savoir-faire, tout ce qui relève de la technique et des apprentissages classiques, aujourd'hui la technologie nous l'apporte. Donc qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui en admettant que l'intelligence artificielle, en admettant que la data, en admettant que toutes ces technologies-là vous apportent l'information, les compétences techniques elles-mêmes, vous n'avez pas besoin de les apprendre. En revanche, ce qu'il va falloir apprendre, vous posséder quand vous êtes dans une entreprise et quand vous y arrivez, ce sont évidemment des postures, des comportements, des savoir-être. Et là, ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui va vous l'apporter. Elle ne vous l'apportera pas dans 10 ans. On est bien dans le registre de la relation humaine. Et effectivement, ce genre de mesures, lors de petits exercices, alors attendez, soyons clairs, hein, c'est pas parce qu'on fait un escape game là que, en fait, quand on a repéré comment il fonctionne, on dit on ne recrute pas. C'est un élément mineur, mais un élément d'aide à la décision pour effectivement avoir des candidats dont on pense que les postures correspondront à celles qu'on attend dans l'entreprise, posture de service client, posture d'ouverture, de curiosité, etc., comme on cherche cet ange. Madame Jo Poupineau, pour la Poste, ce genre d'initiative, d'expérience, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi? Ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils qui viennent apporter quelque chose dans le recrutement? Alors nous, ce que nous avons testé plus récemment, qui est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années, mais que nous n'avions pas mis en pratique dans le recrutement, et finalement l'entretien vidéo et qui rejoint la volonté de démontrer ou de connaître mieux en tant qu'employeur le savoir-être du futur collaborateur qui se présente à nous. Et du coup, sur nos métiers commerciaux notamment, on insiste beaucoup sur la possibilité en ligne de répondre à un certain nombre de questions pensées bien sûr en amont par l'employeur. Et donc on propose au candidat au moment qui lui convient le mieux, le plus opportun, via sa caméra, sa webcam, de répondre au jeu des questions. Et du coup c'est un élément d'un process de candidature, notamment pour les fonctions commerciales, pour les fonctions de chargé de clientèle, de ligne conseil bancaire.
de conseiller bancaire ou de conseiller aussi en patrimoine également. Ça veut dire que les gens s'adressent à un chatbot, c'est ça? Alors non, ça c'est autre chose. Effectivement, bon, voilà, je voulais rebondir sur la partie savoir-être. Nous n'avons pas mis en place à proprement parler les escape games actuellement. Nous y pensons. Voilà, il faut faire des choix dans les process de recrutement et nous ne l'avons pas encore mis en place. En revanche, ce que nous avons mis en place aussi comme nouveauté, je vous parlais du site de recrutement tout à l'heure et vous disiez qu'il était effectivement en ligne, responsive design, et que vous pouviez y avoir accès sur la poste recrutement.fr assez facilement. Et nous avons souhaité pouvoir être en interaction de manière permanente avec le candidat en mettant en place un chatbot. Alors ce n'est pas un chatbot qui va vous sélectionner à la place du recruteur, je vous rassure, si tant est que vous auriez pu penser que nous avions eu cette idée, non. Nous avons toujours des recruteurs qui sont des femmes ou des hommes et qui lisent les CV qui correspondent ou pas, plus ou moins, au poste que nous recherchons. Le chatbot intervient bien en amont de cela, il intervient dans la relation candidat. Pourquoi est-ce que nous l'avons mis en place? Tout simplement parce qu'on a réfléchi aux usages qui sont les vôtres, les nôtres, en tant que consommateurs au quotidien, sur des sites qui ne sont pas forcément des sites d'emploi, qui sont des sites e-commerce, où nous avons besoin d'une relation privilégiée à tout moment de la journée, voire un peu plus tard même dans la soirée, d'une interaction et donc d'une réponse. Et donc lorsque le candidat pose des questions, c'est la même chose le week-end, sauf que le week-end, le community manager ou les responsables d'RH ne sont pas forcément derrière le poste pour répondre. Donc nous avons aussi remarqué, en croisant ces éléments-là avec d'autres, que les questions posées par les candidats, la plupart du temps, étaient assez identiques. Et donc il y avait une certaine récurrence dans les questionnements et donc une récurrence possible dans les réponses. Ce qui nous a lancé finalement dans l'idée de mettre en place un chatbot qui du coup est basé sur une intelligence artificielle. Il apprend tout seul au fur et à mesure à partir du moment où nous lui avons donné le socle de connaissances, j'allais dire, de base pour pouvoir répondre au candidat H24. Donc 7 jours sur 7, en ligne, directement accessible. Et donc à partir du moment où les questions sont peut-être un peu plus complexes, il est possible d'avoir un humain, mais à ce moment-là, un homme ou une femme qui répondra, mais en différé. Un peu plus tard, le lundi, s'il s'agit du samedi soir, où la question est posée. Et nous avons beaucoup de conversations qui sont générées depuis le début de cette expérience. En 8-10 mois, nous avons plus de 6000 conversations qui ont été enregistrées. Donc c'est assez... C'est un gain de temps que oui, vous souhaitez. sur des questions, si vous voulez, qui n'ont pas de valeur ajoutée, d'avoir une personne en face à face. Des questions qui peuvent être posées et qui peuvent être directement de cette manière-là, ouais, sans attendre un entretien, ce qui permet déjà peut-être d'y voir plus clair par rapport à... Ce sont des questions très simples. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir? Est-ce que vous avez des postes de facteurs? Est-ce que vous recrutez dans le milieu bancaire? C'est vraiment très très basique et sans que ce soit comment dire difficile à répondre, justement c'est parce que c'est simple d'y répondre que nous avons souhaité inventer un chatbot. Et du coup ensuite il y a aussi des collaborateurs qui peuvent répondre là aussi sur des questions, mais là on sera sur du différé selon les secteurs d'activité qui sont les leurs et que le candidat va choisir d'interpeller sur telle ou telle problématique professionnelle. Madame Gabellotto, pour la mairie de Paris, vous êtes, j'imagine, témoin privilégié de ce genre d'expérience, puisque vous êtes au contact des entreprises parisiennes, voilà, certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce type-là qui vous a été donné de voir? Et est-ce que c'est quelque chose qui sert complètement l'emploi? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'améliorer les choses en termes de marché de l'emploi depuis ces dernières années? Alors, tout d'abord, c'est vrai que la ville de Paris en soi est moins contrainte parce que nous ne sommes pas en compétition, on doit rendre service aux Parisiens, donc c'est vrai que les emplois que l'on a et les formations que l'on fait, c'est pas en concurrence, donc c'est vrai qu'on n'a pas des clients, on a des administrés, donc c'est vrai qu'on est moins peut-être chez nous en interne à cette réflexion de voilà, SDPM, etc. C'est peut-être moins ça, parce que c'est un autre service que l'on rend. En revanche, dans ma délégation, c'est vrai qu'on a une réflexion très avant, parce que c'est vrai que c'est plus qu'une mutation. Là. On vit une révolution sur la façon de penser, la façon de consommer, la façon de se mouvoir, la façon, enfin tout est absolument assez rapide et
qui n'a pas été tout à fait anticipé. On parle de soft skills depuis quelques temps, entre les hard skills, on parle de comportement, mais en fait, on a vraiment l'impression, pour rencontrer un certain nombre de recruteurs et d'entreprises, qu'il y a deux axes qui se sont un petit peu dessinés. Il y a l'axe, on a besoin de personnes parce qu'on a le secteur en tension, et donc le soft skills, ça peut avoir, il nous faut juste du monde et on a du mal à trouver, parce qu'on a peut-être un petit peu de côté une certaine réflexion qui est l'humain aussi a changé, la volonté, le désir des gens, les salaires ne sont plus en adéquation, il y a toute une réflexion en profondeur qu'il faut mener là-dessus. C'est vrai qu'on essaye avec aussi les entreprises, les syndicats, tous les représentants et les institutions qui sont sur ces réflexions-là, à vraiment être un petit peu en amont, parce que il va falloir pallier à cette question-là de secteur en tension, toujours en tension, parce que de toute façon on est sur certains domaines à la limite de ce que l'on peut faire. Et puis il y a un autre domaine qui est on a affaire à des clients, on a affaire à des gens de plus en plus exigeants, à de nouvelles demandes, à de nouvelles façons de consommer. Des gens informés, des gens de plus en plus pointus. Informés, et puis les services en question. Oui, et puis proposés. Une nouvelle façon de penser, je pense tout simplement, parce qu'effectivement la digitalisation de la société a fait qu'on pense différemment et qu'on ne pensera plus comme avant. Et puis l'information circule beaucoup plus vite et se développe aussi. Donc du coup, on a des clients exigeants, nous sommes nous-mêmes de plus en plus exigeants, donc il faut développer ces soft skills qui apparaissent. On se dit finalement, on a plein de choses à nos enfants, ils ont la tête bien faite, je parle plusieurs langues, mais on a peut-être un peu oublié un aspect qui est un petit peu plus subtil, qui est comment on fait pour être un bon dirigeant, un bon manager, quelqu'un d'humain, quelqu'un qui donne envie, quelqu'un qui a de l'appétence aussi pour d'autres choses. Et ça, pour le coup, c'est vrai que nous, on y travaille, Ville de Paris, parce que ce ne sont pas des besoins à moyen terme, c'est des besoins immédiats. Il faut répondre tout de suite à cette demande-là. Donc c'est vrai qu'on est avec Pôle emploi, avec les entreprises, avec un certain nombre d'acteurs, sur une réflexion de comment on fait pour transformer les gens, mais juste insuffler des petites bases qui font qu'elles sont plus facilement recrutables. Si elles ont ce type de formation, ce type de comportement, c'est très complexe. Parce qu'on fait vraiment là, on rentre vraiment un petit peu dans le cerveau de la personne, on n'est plus du tout dans des choses où on a juste à apprendre. Et par rapport à une réflexion, c'est assez complexe. Ça veut dire que, si je vais un petit peu plus loin par rapport à ce que vous dites, quand on cherche un emploi, quand on cherche à rentrer en entreprise, il y a bien sûr qu'est-ce que me propose cette entreprise, c'est ce dont on parle depuis déjà un moment, mais au-delà de ça, il faut être conscient que l'entreprise, elle se transforme et que la mission de départ, elle va sans doute, elle a toutes les chances d'évoluer au cours des années, au fil des années, et qu'il faut être prêt à faire plusieurs choses. Oui, mais moi je dirais un peu, c'est que les entreprises ont aussi leur responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que on sait qu'il y a une transformation dans la société, on a des emplois, mais un grand nombre d'entreprises aujourd'hui en ont totalement conscience, doivent former leur personnel tout au long de leur vie pour se retrouver justement à un moment dans une espèce de blocage où on est plus tout à fait employable, on n'est pas au bout du jour parce qu'on n'a pas les formations adéquates par rapport à la transformation aujourd'hui digitale, on a des personnes qui ne sont pas à niveau sur un certain nombre de produits, mais également sur comment on évolue aussi dans son entourage, etc. de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on travaille avec un certain nombre d'entreprises qui ont pris conscience de ça et qui développent des formations, des séminaires, qui ont vraiment cette conscience-là. Par rapport à l'autre aspect qui est l'aspect plutôt technique, métier en tension, etc., à Paris, on anticipe, parce qu'on sait que ce ne sont pas des métiers qui se font c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans ou dans 15 ans, on sait que maintenant, il y a des dizaines de milliers d'emplois à pourvoir dans le secteur informatique. Donc on a développé des formations, Paricode, qui est une entité qu'on a créée pour aider les entreprises à recruter plus rapidement, donc avec des formations courtes, donc de trouver ou des entreprises ou des structures qui peuvent fournir ces formations, en priorité au public le plus éloigné, aux femmes, pour avoir de la diversité aussi dans des secteurs où on est tout à fait sous-représenté, et puis en 8 mois, 7 mois, parce qu'on n'a pas que des ingénieurs épithèques dans ce milieu-là, on a aussi besoin de toute une chaîne. C'est important, effectivement, le numérique ne veut pas forcément dire très haute qualification, il y a vraiment toutes sortes de métiers pour tous les niveaux. Et puis il y a possibilité de se former et d'évoluer.
Je voudrais qu'on reparle avec M. Morcillo du groupe Bunzl. Justement, vous avez évoqué vous-même un peu la formation tout à l'heure. Comme votre groupe est né en Angleterre, je le disais au début, est-ce que en interne vous avez comme ça une vision un peu spécifique, parce que vous travaillez à la fois en France mais aussi beaucoup à l'étranger, ça a été dit. Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans d'autres pays et pas encore chez nous, qu'on pourrait peut-être mettre en place des nouveautés, justement, des solutions qui pourraient aussi servir en France? Alors, au niveau de... Est-ce que vous entendez bien? Ouais. Au niveau en fait, des techniques de recrutement, elles sont assez similaires. Donc même si je prends ce que font nos collègues aux États-Unis, on a des organisations qui sont très courtes, donc c'est volontaire. On a la taille moyenne de la structure au sein de notre groupe, c'est entre 150 et 200 personnes. Et c'est volontairement de cette taille-là. Pourquoi? Parce que c'est dans cet environnement-là que, a priori, les gens travaillent le mieux. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent dans les sondages, c'est-à-dire une hiérarchie courte et des réponses à des questions tous les jours. Ça veut dire que, par exemple, les personnes qui sont ici présentes pour recruter, c'est les RH qui sont présents dans les sites, et c'est les RH qui vont gérer ceux d'entre vous, je l'espère, qui rentreront chez nous. Et ça, on y tient beaucoup, et c'est vrai. Pardon, ça veut dire que chaque site a son responsable RH. Il y a un responsable régional, et c'est le responsable régional qui est responsable de ce recrutement. Et alors, ça, j'y tiens personnellement, c'est que quand quelqu'un envoie un CV, alors il l'envoie souvent aujourd'hui par mail, ou il nous l'envoie par LinkedIn, ou il m'envoie dans un réseau social son CV, c'est d'ailleurs une très bonne manière de nous trouver. Eh bien, le point fondamental, c'est que quelqu'un qui cherche un job, il faut qu'on le dise vite. C'est oui, c'est non, c'est possible, c'est pas possible, c'est à tel endroit et pas à tel endroit. Et donc ça, moi j'y tiens, c'est vraiment très fort pour nous, et c'est la politique de notre DRH Monde. On n'a pas beaucoup d'outils sophistiqués. Les outils qu'on nous demande, c'est des multi-entretiens, donc on est assez standard. On n'a pas d'outils technologiques, ou même mes collègues aux États-Unis qui ont des structures qui sont énormes par rapport à la taille française. En revanche, c'est le candidat qui vient, il voit la personne qui peut décider, et la personne qu'il a en face peut décider sur le champ. C'est-à-dire que vous allez rencontrer directement le décideur, et non pas un intermédiaire qui va rendre compte à une autre personne. Et je peux vous dire que depuis un an, le marché s'est énormément tendu, et que même en ayant un décideur en face de vous, il nous arrive tous les jours que le candidat qu'on a vu le matin, le soir, n'est plus disponible. Donc, toute organisation qui aujourd'hui, à mon sens, mettrait beaucoup de temps à réagir, risque de perdre des candidats de talent. Et aujourd'hui, il y a des métiers qui sont en tension. Moi, j'ai des métiers, j'ai pas de candidat. Je passe une annonce, j'ai pas de candidat. Je suis obligé de chasser pour essayer d'attraper quelqu'un qui puisse... Donc là, on peut venir vous voir, vous avez des propositions immédiatement. Voilà, vous avez les décideurs qui sont dans le stand, et c'est elles et eux qui vous géreront si vous nous rejoignez. C'est aussi simple que ça. On va arriver vers la fin de cette heure de discussion. J'en profite pour me tourner vers le public. Si jamais il y a des questions, il faut les poser maintenant, parce que dans 5 minutes, ça sera terminé. Donc allez-y, peut-être levez le bras si quelqu'un veut prendre la parole. D'accord, ok, merci. Vous avez parlé des réseaux sociaux à l'instant. Je voudrais poser une question poser la même question à chacun d'entre vous. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on cherche un emploi, est-ce incontournable, passage obligé ou non? Madame Fragin pour la SNCF, pour commencer. Évidemment, passage obligé. On a parlé tout à l'heure de digitalisation, donc le numérique fait partie aussi de ça. Si vous m'avez pas posé la question, donc je suis un peu vexée. Nous avons des outils digitaux à la SNCF. Ça, je vais même pas poser la question parce que c'est évident. C'est évident. Voilà. Merci. Merci. Donc la digitalisation, les réseaux sociaux incontournables. Mais je voulais juste insister sur quelque chose aussi. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, bien sûr les réseaux sociaux, mais de diversifier le sourcing. Le sourcing, je pense, monsieur parlait de chasse tout à l'heure.
entre guillemets, mais c'est vraiment ça. Fini le temps où le candidat devait convaincre l'employeur qu'il était le meilleur. C'est aujourd'hui l'entreprise qui doit faire ce travail d'aller vers le candidat potentiel. Donc les réseaux sociaux, bien sûr. Et il y a un autre canal, moi, qui n'a pas été mentionné tout à l'heure et que nous, on a mis en place et j'y tiens énormément. C'est en fait ce qu'on veut faire, c'est développer l'advocacy. Je m'explique. Le RH, quand il vend ses métiers, moi par exemple, auprès de vous, je suis totalement suspect. Je dis ouais, elle vient vendre la boîte, bon c'est bien, mais bon. En fait, ce qui est important, c'est de parler aux collaborateurs. Je pense que de développer l'advocacy, c'est-à-dire le fait de donner la parole à ses collaborateurs ou ses collaboratrices dans le métier sur lesquels nous offrons des offres de poste, est essentiel. Alors, pas forcément, c'est pas une question de responsabiliser, mais c'est justement que les candidats puissent avoir la vraie vie du collaborateur dans le métier qui serait susceptible de les intéresser. Donc oui, les réseaux sociaux, mais oui aussi la proximité aussi avec les candidats. Monsieur Franjean, pour Orange, les réseaux sociaux. Oui, non, mais tout à fait d'accord. C'est indispensable, mais pour plein de raisons. Et d'ailleurs, j'invite les candidats à bien exploiter les réseaux sociaux quand ils candidatent quelque part sur une entreprise, parce que d'abord, vous y trouvez énormément d'informations. Vous y trouvez de l'information qui n'est pas qu'une information de l'entreprise, vous y trouvez des informations de collaborateurs qui vivent dans l'entreprise et qui racontent ce qu'ils y vivent. Donc pour savoir si une entreprise vous plaît, si vous allez trouver des métiers qui vous intéressent, si vous avez envie de rejoindre une culture d'entreprise comme celle-là, vous allez trouver énormément d'informations sur les réseaux sociaux. Ça serait très bête de s'en priver, jusqu'à même aller, par exemple, googliser ou voir sur le profil de la personne qui va vous recevoir. Et aussi, très important, à mon sens, quand on cherche un job, sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, vous allez trouver le vocabulaire que l'entreprise utilise. C'est l'entreprise qui fait sa pub. Vous allez trouver le vocabulaire qu'elle utilise qui est le sien. C'est important de s'en inspirer. Bien sûr, c'est important de s'en inspirer, et même, je dirais, d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de se dire ce vocabulaire me parle, je vais l'utiliser dans un entretien avec l'entreprise parce que effectivement l'entreprise s'en rendra compte, on va se dire mais tiens c'est quelqu'un où voilà intuitivement je sens bien dans l'entreprise. Et ça c'est aussi une affaire de vocabulaire. Toutes ces raisons-là, évidemment il faut y aller. Madame Gallet-Lotto, pour la mairie de Paris, une question, les réseaux sociaux incontournables quand on cherche un emploi. C'est plus incontournable, c'est le sens de l'histoire. Je pense qu'on a toute une génération qui nous a poussé à de toute façon comprendre que c'est le sens de l'histoire. Donc c'est incontournable, il faut savoir faire avec, il faut savoir mettre dedans. Plus de difficultés aujourd'hui, peut-être sur certaines générations, sur une tranche d'âge, qui a besoin d'un accompagnement sur ces réseaux sociaux. Les jeunes, je pense qu'on est même déjà dépassés par d'autres formes, mais on a besoin effectivement d'accompagner les personnes pour comprendre que c'est inévitable. Merci. Pour la Poste, conviction également que les réseaux sociaux sont indispensables, et comme tout un tas d'autres sources d'informations ou de relations entre les candidats d'une part et les entreprises d'autre part. Je pense qu'il faut être sur une complémentarité de canaux. Tout simplement, comme aujourd'hui nous avons des bureaux de poste et nous avons aussi la possibilité d'acheter nos produits sur le web, je pense que pour les postes, les jobs, il faut agir de la même manière et être sur une complémentarité d'offres, quels que soient les canaux, et pouvoir le trouver en ligne, au physique et à n'importe quelle heure. Donc je pense qu'il faut être là-dedans. Et c'est incontournable. Et une petite précision quand même aussi, attention aux aspects professionnels et aux descriptifs que vous faites de vous-même ou des traces numériques que vous pouvez laisser. Et là, je pense que c'est un autre chapitre, mais je vous invite aussi en tant que candidat à y penser et à toujours apparaître comme un professionnel susceptible d'être recruté. Merci. Monsieur Morcillo, un dernier mot, mais vous avez déjà... En 2 secondes, je veux dire que de la cooptation aux réseaux sociaux, nous, on utilise la totalité des canaux, et je pense que c'est vrai de mes collègues. Le pôle qui a pas mal changé, parce que vous savez, nous, la première des choses, en fait, je n'ai pas posé la question à mes collègues, mais en tout cas, moi, la première des choses que je fais quand je reçois un candidat, je prends son nom, son prénom, je rentre dans Google, et je tape et je vois ce qui sort.
Donc ça, c'est toujours vrai. Mais maintenant, je me rends compte que les candidats, quand je les reçois, c'est ce qui vient d'être dit. Eux font la même chose pour moi. Donc, ils regardent César Morsillo, clap, où est-ce qu'il a été. Et ils se rendent compte si les collaborateurs dans l'équipe font beaucoup, s'ils sont très stables, s'ils sont présents, si je dois avoir quelqu'un qui va me répondre, et ce qui est plutôt un gage de fiabilité pour les candidats. Donc moi, je vous invite à taper les noms et les prénoms des gens que vous allez voir, et puis vous ferez votre choix. Préparer ces entretiens, c'est souvent, ça peut être décisif. Il me reste à vous remercier tous les cinq. S'il vous plaît. Il y a des questions là, alors allez-y. Merci beaucoup. J'aurais une petite question pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'advocacy. Et comment vous développez en fait ce lien entre les candidats et les collaborateurs? Alors, en fait, sur notre site sncf.com, donc nous avons une plateforme, j'en profite aussi, c'est une bonne sur notre plateforme, sur notre site, pardon, sncf.com, je disais, on a une plateforme qui met en relation le candidat qui souhaite rentrer en relation avec un ambassadeur. On a une centaine d'ambassadeurs sur les métiers sur lesquels nous recrutons. On veut développer encore plus ce dispositif, et donc c'est de cette façon qu'on veut rentrer en relation avec nos ambassadeurs. Autre question? Oui, bonjour, je suis Godefroy Congo, sans pourtant faire la publicité parce qu'on n'a pas des réseaux sociaux. Là, je suis en live, les réseaux sociaux seulement. Mais est-ce que vous avez des statistiques de ces différents réseaux sociaux? Quels noms, lesquels sont plus preneurs au recrutement? Parce que les gens suivent, lesquels exactement? Un exemple de réseaux sociaux, s'il vous plaît. Merci. Qui veut s'exprimer? Quels réseaux sociaux en particulier? En particulier, ouais, qui est plus récurrent éventuellement. Du fait que les réseaux sociaux il y en a plusieurs. Incontournables. Est-ce qu'il y en a un que vous pourriez citer plus que les autres? LinkedIn, d'accord. Pour l'instant, après, il y a des réseaux sociaux professionnels. Malheureusement, il y a des reste effectivement tout l'outsider, mais ce sont deux beaux réseaux sociaux qui diront, mais l'un est plus international que l'autre. Ça dépend ce qu'on cherche comme job. LinkedIn. Une autre question. Bonsoir, Sylvie Magnus, chasseuse de tête revenant de Silicon Valley. Je peux vous dire que tout est mieux à Paris. Donc deux questions, salaire. C'est un peu une surprise, les salaires sont moitié moins élevés qu'en Californie. Donc stratégie salaire. Et la deuxième question est liée à l'innovation. Donc que pensez-vous de décentraliser, de l'e-learning et du télétravail? En résumé. Donc on va partir pour une deuxième heure de débat. Je plaisante. Les salaires, comment aller plus loin dans la question? Quelle est votre politique de salaire par rapport aux gens qui entrent dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une véritable attractivité? Ça peut être aussi, pour vous, employeur, un moyen de se distinguer de la concurrence? Alors, moi je ne vais évidemment pas raconter notre politique de rémunération à tous ici. Ce sera avec des candidats qu'on a envie. Mais quand même, globalement, il ne faut pas se raconter. Vous avez un candidat en face de vous. Effectivement. De toute façon, je vous ai dit entre ce qui concerne SNCF, et je pense que j'ai mon voisin de gauche, donc on est dans les mêmes, pas dans les mêmes recherches, mais en tout cas, on est assez concurrents sur une recherche de candidats. Au niveau salaire, il est clair, je vous ai dit tout à l'heure qu'on recrutait sur des métiers techniques, donc des métiers en tension, sur des bassins d'emploi en tension. Donc une forte concurrence entre nous. En plus, c'est très bien pour l'économie, mais dans un marché de l'emploi qui est plus dynamique. Donc automatiquement qui exacerbe la concurrence. Donc automatiquement sur notre politique de rémunération, ce contexte questionne sur la politique de rémunération. En tout cas, nous nous sommes conscients de ça et ça peut amener des évolutions. Oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir du moment où il y a des métiers en tension,
justement, vous l'avez dit vous-même, il y a de la concurrence. Le candidat peut en jouer justement pour en profiter. Bien sûr, il faut savoir que les candidats dans les compétences que nous recherchons tous, est plus facilement, il est constamment courtisé et sollicité. Donc il faut qu'effectivement la politique de Rému peut être un élément de différenciation. Merci. Une précision? Parce que nous avons fait un petit brainstorming sur justement les difficultés des jeunes de moins de 26 ans à trouver un emploi et puis pourquoi les entreprises avaient du mal à recruter. Juste une précision, parce qu'on a eu un chiffre assez intéressant par les sociologues. Il y a 50 ans, un jeune de 20 ans gagnait 2 fois plus qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui. Moins de problèmes aussi, et sur les secteurs de tension, ça demande vraiment une vraie réflexion sur la rémunération aujourd'hui en 2018, je pense. Juste une précision, je crois qu'il est important quand on parle de rémunération de parler package. Je dirais ça. La rému, ce n'est pas seulement le salaire aussi. Enfin, je pense que c'est important. Mais non, c'est pas que le salaire automatiquement. Il y a un tout, le salaire en fait partie, bien évidemment, mais il y a le package. C'est vrai pour une entreprise, un groupe comme la SNCF, sans doute c'est pas vrai partout, je pense. Chaque entreprise peut être un cas particulier, chaque groupe aussi. Une dernière question. On s'arrête là. Je vous remercie tous les... Ah, pardon. Bonsoir à tous. J'ai une question pour la responsable de la SNCF. Voilà, moi j'ai 28 ans et j'ai jamais travaillé de ma vie. C'était pour savoir si éventuellement quels sont les processus de recrutement pour les gens qui n'ont jamais travaillé. Je vous ai dit effectivement qu'on recrutait des personnes sans diplôme, donc vous venez nous voir tout à l'heure à la fin et on en parlera tous les deux. Merci. Bonjour, c'est M. Gata. Je remercie beaucoup l'équipe Orange pour leur soutien pour l'embauche du seniors. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on a parlé pas mal des jeunes, on aurait pu aussi parler beaucoup, enfin je sais pas si c'est par la reconversion, tout ça, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des gens qui cherchent du travail, qui sont seniors ou autres, mais voilà, toutes les classes d'âge peuvent être en situation de chercher un emploi. Merci beaucoup à tous les 5, et puis bonne fin de journée, bon courage pour ceux qui cherchent un emploi. À très bientôt. Merci. Voilà, donc au nom du Père qui pratique le Kelo, du Fils dit, Papa de l'Anagani, et de son esprit, sa divinité, Tata Kimangou Kangani, nous étions ici à Paris, place de la Concorde, où se déroule sur 2 jours le salon Paris pour l'emploi. Vous savez que nous sommes en Occident, nous avons pour mission, en tant qu'ambassadeur, de donner la bonne nouvelle de Tata Kimangou, mais autre part, c'est que nous avons le devoir de construire une Kamba. Et construire une Kamba nécessite quelques moyens financiers. Et c'est pour cela donc, nous avons diffusé ce live afin de vous savoir ici en région parisienne la procédure, quelles sont les disponibilités, comment pouvoir être capable de trouver un endroit où s'occuper pécuniairement afin de construire une Kamba Nouvelle Jérusalem. C'était donc Diakongo, comme je l'ai demandé, j'ai qui? J'ai sa divinité Tata Kimangou Kuntima Kangani. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée.